Bonjour, bienvenue à ce talk sur LinuxKit, le Linux façon K. Donc, nous sommes là pour vous parler du projet et vous donner toutes les clés pour assembler votre propre OS comme vous le feriez avec un meuble en kit type meuble Ikea. Donc je me présente, je suis Pierre Ivaillet, je suis consultant et formateur à Zenica Nantes, puis accessoirement je fais aussi de la musique et des choses comme de l'impression 3D et autres. Bonjour à tous, donc moi c'est Eric Briand, donc je suis aussi développeur à Zenica Nantes et du coup tout ce qui est cloud, problématique DevOps, ça m'intéresse. Donc j'ai fait pas mal de Docker et en ce moment maintenant je suis organisateur du CNCF Meetup à Nantes. Juste pour 2 mots sur notre société Zenica. Donc on est une petite ESN qui est un peu partout en France. Donc il y a une agence ici à Bordeaux qui existe depuis presque 3 ans. Et il y a une vingtaine de personnes. Donc nous, notre rôle, c'est de faire de la réalisation, du consulting et aussi de la formation. Et du coup, notre société nous encourage aussi à bien nous amuser. Et donc c'est pour ça qu'on est là pour parler de LinuxKit. Déjà, je voulais savoir dans la salle, donc qui au quotidien en fait utilise des VM? Presque tout le monde. Qui au quotidien utilise des conteneurs? Presque autant de personnes. Et qui construit son OS? Ah, d'habitude il y en a toujours un. Oui, lui. Donc le but en fait là de notre présentation, c'est qu'à la fin en fait, limite, vous allez tous pouvoir lever la main en fait. Vous allez tous pouvoir dire, maintenant je construis mon propre OS. Donc on va voir en fait pourquoi LinuxKit existe, ses motivations, ses principes fondateurs. Après, on va étudier ensemble le projet en lui-même, sa communauté. Après, on va voir comment finalement on fait pour construire l'OS concrètement, comment ça s'organise. Et après, en live, on va directement faire, on va créer des premières distributions directement en live. Et puis après, on partagera avec vous un peu ce qu'on voit dans l'avenir, les points forts, les points faibles du projet. Donc, vu que vous êtes déjà pas mal à faire du Docker, vous avez déjà vu sûrement ce genre de graphique en fait. Qui va vous comparer en fait la différence entre VM et conteneur. Donc pour rappel, si on veut déployer une application dans une VM, il va falloir mettre notre application, ses dépendances, et pour pouvoir démarrer la VM, il va falloir un OS complet, et donc c'est l'hyperviseur qui va se charger de démarrer ça. Donc les VM, ça fait un moment que ça existe, c'est très bien, ça marche très bien, l'isolation elle est très bien faite. Le seul petit problème généralement, c'est qu'une VM, c'est assez coûteux en ressources. Donc c'est pour ça que les conteneurs ont été créés. Le conteneur, en fait, l'intérêt, c'est que si vous mettez une application dedans, vous avez juste besoin de mettre vos dépendances à vous, mais par contre, vous n'avez pas besoin d'avoir un OS complet. Et donc directement, vous pouvez dépendre de l'OS sous-jacent via le Docker Daemon. Et donc l'intérêt de ça aussi, c'est que vos applications sont bien isolées, ça démarre beaucoup plus vite qu'une VM et ça prend moins de ressources. Par contre, dans ce schéma, en fait, il y a une partie qui finalement n'a pas encore tant évolué que ça, en fait. C'est la partie OS. Donc il y a des tentatives de faire des OS un peu plus légers, mais on va dire qu'on est déjà encore dans un monde un peu généraliste, avec un OS qui a un package manager, alors que moi j'ai juste une application web. Enfin voilà. Donc on va voir en fait comment LinuxKit peut adresser ce point. Donc on voulait utiliser l'analogie en fait des meubles. Pour nous en fait les OS actuels, c'est un peu comme une armoire normande. Une armoire normande, déjà, pour la construire, ça prend du temps. Il faut être dans un atelier, il faut un ébéniste, il faut qu'il le fasse. Un OS, c'est un peu pareil. Il faut un groupe d'ingénieurs assez important pour designer l'OS. Ça prend du temps, ça coûte cher, et c'est pas forcément facile à faire. L'armoire normande, après, elle est assez grosse pour la transporter, pour la faire passer. Enfin, il faut un camion, etc. C'est un peu compliqué. L'OS, c'est pareil. L'OS, c'est assez lourd à transporter, donc à télécharger. Ça peut être plusieurs centaines de mégas, voire plusieurs dizaines de gigas. C'est pas forcément facile à transporter si vous avez en plus une connexion qui est pas très bonne. Et après, derrière, c'est bien par contre une armoire normande, on va pouvoir mettre plein de trucs dedans, c'est très gros, etc. Même si on ne se sert pas de tout, c'est pas grave, on peut mettre plein de choses. L'OS, c'est pareil. Une fois qu'il est là, on va pouvoir mettre des scripts, on va pouvoir mettre des daemons, des services, on va pouvoir mettre plein de trucs dessus, c'est super. Mais sauf qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Enfin, l'armoire, c'est tellement le bazar dedans qu'on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. L'OS, c'est pareil, on ne sait plus s'il y a le script machin, s'il y a le daemon truc.
Enfin, c'est un peu compliqué. Et le jour où il y a un problème sur votre armoire normande, il va falloir refaire une pièce sur mesure parce que ça a été cassé. Pour votre OS, ça va être pareil, il va falloir en faire potentiellement un patch spécifique pour vous parce que vous avez une version de kernel, une combinaison un peu particulière. Et puis après, derrière, pour vous en débarrasser de l'armoire normande, c'est compliqué. Peut-être ça va même plus repasser par la porte parce qu'elle a changé entre-temps. Pour sortir d'un OS, ça peut être très compliqué parce qu'on peut être très dépendant de notre OS. Et donc, Ikea, par rapport aux meubles, ils ont résolu le problème. Hein. Ils se sont dit, nous, ce qu'on va faire, on va faire des meubles. On va faire des meubles avec des pièces standardisées. Donc l'avantage de ça, c'est que à produire, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Les pièces standardisées, vous allez chercher des cartons. En fait, vous allez prendre des cartons. Vous ne l'avez pas monté déjà, le meuble. Moi, par exemple, j'ai une petite C1, c'est super. Je peux mettre plein de cartons dedans et puis après, je peux monter des meubles chez moi. Et après, pour monter le meuble, là, j'ai un plan de montage. Je sais comment le monter. Donc, contrairement à l'armoire normande, qui je ne sais pas trop comment elle a été montée, là, je peux la monter moi-même. J'ai peut-être moins de place dans ce meuble-là, mais au moins, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Et puis, après, s'il y a un problème, s'il a abîmé mon meuble, vu que ça coûte moins cher, je m'en débarrasse. LinuxKit, c'est un peu ce principe-là, en fait, par rapport à l'OS. Donc, le premier point, c'est que tous les composants de votre OS sont des conteneurs. Donc, l'intérêt de ça, en fait, c'est d'avoir des pièces. Vous allez définir, en fait, des images de conteneurs. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir les réutiliser à merci après derrière. Ensuite, on a un descripteur. Comment l'OS est construit? Donc là, on respecte le principe d'infrastructure as code. C'est qu'on a directement, en fait, le descripteur qui nous dit comment est construit l'OS. On va aussi avoir le principe d'immutable infrastructure. On ne va pas essayer de patcher notre OS. Si on veut mettre une nouvelle version de kernel, par exemple, on va reconstruire un nouvel OS avec ce nouveau kernel. On ne va pas essayer de s'amuser à gérer 10 milliards de cas différents. On va avoir aussi un OS minimaliste, de fait plus sécurisé. On va avoir que ce dont on a besoin pour notre application, et on ne va pas avoir de package manager, on ne va pas avoir des daemons qui ne servent à rien. Et enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la construction et le démarrage de cet OS est très rapide. Pourquoi c'est important? Ça va nous permettre potentiellement de faire l'intégration continue dessus. On va pouvoir dire, je vais outiller ma construction et je vais pouvoir même commencer à faire des tests. Ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Typiquement, si vous vouliez faire ça avec un Red Hat Linux, ça peut être assez long à démarrer, ça peut être assez compliqué. On a voulu aussi citer un petit tweet d'un ancien de chez Docker. Je pense que vous le connaissez, c'était le fondateur de Docker, en fait. Et donc, pour lui, en fait, ce qu'il voit, c'est que l'OS, ça va devenir une communauté comme un composant de votre application, de votre stack d'application. Et donc l'idée pour lui, c'est que autant maintenant, vous commencez à faire vraiment ce qu'il faut exactement, comme vous construisez l'image qu'il faut pour vous, pour votre application. Lui, ce qu'il voit, c'est que bientôt, on fera la même chose avec l'OS qui va démarrer notre conteneur applicatif. Donc LinuxKit en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à outils qui va vous permettre de construire des OS minimalistes et sécurisés directement en fait vous-même. Donc à la base, ça a été créé par Docker. Donc, en fait, le projet était chez eux depuis un moment. En fait, ils s'en servaient pour faire des tests pour eux. Puis après, au bout d'un moment, ils ont commencé à vouloir l'open sourcer. Donc, ça a été open sourcé maintenant il y a 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et c'est écrit en Go, donc comme beaucoup de produits chez Docker. Le repo GitHub est là. Donc, c'est un projet open source. Et maintenant, il y a à peu près 6 releases. Donc, les releases maintenant sont beaucoup sur la stabilité et éventuellement rajouter gérer des nouvelles architectures. Donc, juste pour rappel, avec LinuxKit, on ne va pas construire d'image Docker. On va construire une image d'OS. Une image Docker, ça va être juste un file system et il va falloir un daemon Docker pour le démarrer. Là, l'image OS qu'on va construire avec LinuxKit, c'est une image d'OS qu'on va pouvoir démarrer sur un hyperviseur, voire même sur du bare metal directement, comme un vrai OS que vous avez, du Red Hat, du CentOS ou ce genre de choses. On peut aussi se poser la question, mais pourquoi finalement on aurait besoin de faire ça? Par exemple, Docker for Mac et Docker for Windows, c'est des outils en fait, qui ont besoin d'une VM pour faire tourner Docker, parce que de base Windows et Mac ne peuvent pas faire tourner Docker. Et ils construisent la VM pour fonctionner Docker avec LinuxKit. Donc ça va être aussi une alternative à Packer ou à RauncherOS. Donc Packer, ça va être quelque chose qui va vous permettre aussi de construire un OS. Et RauncherOS, c'est un petit OS qui est spécialisé pour les conteneurs, mais qui reste généraliste dans l'approche.
C'est Rancher, l'éditeur, qui va le produire, mais vous n'allez pas pouvoir dire je veux tel composant ou tel composant. Ça peut être intéressant aussi pour faire des appliances. Par exemple, dire moi j'ai fait mon reverse proxy, ce qui m'intéresserait, c'est j'ai le conteneur, mais potentiellement je peux même vendre à des sociétés carrément un OS complet qui va juste servir à faire le reverse proxy. Et on peut aussi s'en servir dans l'IoT. Donc ça peut être intéressant de dire voilà, moi j'ai juste une petite sonde de température, j'ai pas besoin d'un OS complet pour faire tourner ça, j'ai directement juste ce qu'il faut pour garder les métriques. Donc le repo GitHub en fait de LinuxKit est intéressant. Donc comme d'habitude, il y a le répertoire SRC avec les sources, le répertoire docs avec la documentation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des répertoires comme PKG. Donc PKG, en fait, ça va être toutes les briques de base pour construire l'OS. Donc vous allez avoir du DNS, du DHCP/CD, il y en a une trentaine comme ça. Et donc vous pouvez vous-même créer vos propres images. Mais l'intérêt, c'est qu'ils ont déjà fait beaucoup de travail là-dessus. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez composer un OS déjà existant, déjà fonctionnel. Ensuite, vous avez le répertoire kernel, où là, en fait, vous allez avoir tout l'outillage pour reconstruire vous-même le kernel. Donc l'intérêt de ça, en fait, c'est que déjà, vous avez, eux, ils le font déjà, ils ont déjà une version de kernel, mais vous pouvez vous-même reconstruire votre kernel en désactivant ce qui vous intéresse, directement, en fait, avec leur outillage. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a le répertoire example, où pour débuter, c'est vraiment intéressant. En fait, vous allez avoir une trentaine, une quarantaine d'OS d'exemples. Et donc, pour débuter, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, il y a le répertoire projects, où là, par contre, ça va être des systèmes plus complets, qui sont directement basés sur LinuxKit. Donc ça, ce projet-là, en fait, c'est la communauté qui le fait vivre. Et par exemple, il y a eu un projet qui s'appelait Kubernetes, typiquement, pour faire tourner Kubernetes avec LinuxKit. Et maintenant, c'est devenu un projet un peu plus gros. Et donc maintenant, il a carrément son propre repo Git, LinuxKit/Kubernetes. En termes de communauté, on est à une centaine de contributeurs, donc ce qui n'est pas monstrueux, mais ça ne reflète pas vraiment en fait, la communauté qui utilise LinuxKit. Typiquement, j'avais été à la DockerCon, c'était l'année dernière, la fin de l'année dernière. J'entendais parler des gens de LinuxKit comme si c'était déjà leur quotidien. Et vraiment, j'en entendais beaucoup parler. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent déjà LinuxKit. Ils ne sont pas forcément contributeurs, mais voilà, il y a quand même pas mal de gens. Il y a à peu près 5000 stars, hein, donc c'est pareil, il n'y a pas encore énormément de stars, mais c'est quand même déjà, il y a pas mal de gens qui s'y intéressent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils essayent de maintenir en fait, des monthly dev reports. Donc l'intérêt de ça, en fait, c'est que vous allez pouvoir avoir des news par rapport au projet sans devoir regarder chacun des commits ou des pull requests. Vu que pour l'instant, les releases ne sont pas non plus ultra fréquentes, l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez voir quand même ce qui arrive. Et c'est généralement, voilà, c'est assez concis. Et donc c'est assez intéressant de suivre ce qui se passe. Et donc au niveau de la DockerCon aussi, il y a ce qu'on appelle le Moby Summit, où là par contre ça va être une journée dédiée à des projets comme LinuxKit, donc c'est intéressant aussi d'avoir des conférences là-dessus. Et donc par exemple au Moby Summit, ça peut être l'occasion de Rancher par exemple qui présentait comment construire Rancher OS avec LinuxKit. Donc il y avait un talk là-dessus, c'était assez intéressant. Donc on va passer au plan de montage, on va dire, vraiment dans le concret. Donc comme on vous l'a dit, l'OS qu'on va construire avec LinuxKit, pour le construire, on va se baser sur un plan. Le plan, c'est un descripteur YAML, parce que c'est à la mode en ce moment, de faire du YAML partout. Et donc là, vous en avez un exemple, et on voit bien que ce qu'on va faire, c'est on va assembler des parties standardisées, donc qui sont les images Docker, comme disait Eric, pour pouvoir construire un OS qui soit vraiment complet. Donc ce plan peut vous paraître un petit peu complexe, un petit peu opaque au premier abord, donc du coup on va le détailler par la suite. Donc il y a une première partie qui est la partie kernel, où là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une image Docker, on va juste en extraire le système de fichiers, typiquement pour récupérer les fichiers dedans qui correspondent au kernel et puis éventuellement les modules qui sont compilés avec. Et puis, donc, on va lui préciser l'image qu'on va utiliser et la ligne de commande à passer au kernel. Ça va être utile derrière selon le type d'image qu'on va construire, selon la cible en fait, sur laquelle on va vouloir faire tourner l'image, il va passer cette ligne de commande de différentes façons. C'est la même chose que vous retrouvez dans votre conf grub si jamais vous avez déjà bidouillé ce genre de choses. Sur le kernel, une autre chose à savoir qui est assez intéressante, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà compilé leur propre kernel, pas forcément fait du dev, mais juste compilé leur kernel sur leur distrib.
mais il y a, comment dire, ils maintiennent, comme disait Eric, leur propre version de kernel et ils ont beaucoup taillé dans les options qui sont compilées dedans. Donc il n'y a pas tous les modules, c'est vraiment spécialisé et c'est vraiment fait pour être minimaliste et embarquer uniquement ce que vous allez avoir besoin, ce dont vous allez avoir besoin pour faire tourner votre OS et vos conteneurs. Par la suite, donc, il y a une partie init où là, l'objectif, ça va être de construire l'équivalent du slash, donc la partition root de votre file system. Donc ce qu'on va retrouver, c'est un init qu'ils ont fait particulier qui remplace le init standard d'une distribution Linux. Donc init, c'est le premier processus qui est lancé au démarrage de la machine. Bah là, ils ont leur init custom parce que c'est lui qui va lancer le runtime de conteneur. Il y a également donc, containerd et runc qui sont là. Et encore une fois, ces images-là, on va les utiliser juste pour amener le file system qu'il y a dedans. On ne va pas utiliser la partie metadata des images Docker, les informations sur la commande à lancer, sur les ports exposés, ce genre de choses. On va vraiment utiliser juste le file system. L'objectif aussi, c'est que ce file system root, l'objectif, c'est qu'il soit read-only. Donc encore une fois, pour essayer d'aller vers des principes d'immutable infrastructure, une fois que vous avez créé l'OS et une fois que vous l'avez lancé, l'objectif, c'est que vous ne puissiez plus modifier la partition root, parce que logiquement, si vous avez une modification à faire, vous changez le descripteur, vous reconstruisez les images et vous reconstruisez tout l'OS plutôt qu'aller faire des modifications en live. Il y a même un objectif qui est de supprimer le shell de ce namespace root pour tout simplement plus pouvoir faire d'action manuelle sur la machine, sur l'OS hôte. L'objectif de ça, c'est bien sûr d'avoir de la sécurité et puis de forcer le respect des principes d'immutable infrastructure. Ensuite, on a vu donc il y a d'autres parties. Il y a une partie qui s'appelle onboot. Ça va servir dans votre OS à indiquer des processus que vous voulez lancer en one-shot au démarrage de la machine. Par exemple, si vous voulez avoir du réseau, vous allez avoir besoin d'un client DHCP. Donc vous allez mettre dans le onboot une image Docker d'un client DHCP-CD en lui indiquant la commande à lancer. Et là, pour le coup, il va utiliser l'image, mais potentiellement, il peut aussi utiliser les autres métadatas de votre image Docker pour savoir quoi lancer. Mais on peut aussi lui préciser comme on l'a fait là. On a, à l'inverse d'onboot, on a un mot-clé qui s'appelle onShutdown qui permet également de venir plugger des commandes à lancer lorsque la machine s'arrête. Ça peut être utile si vous voulez récupérer des fichiers avant que la machine s'arrête. Eux, ils l'utilisent pour leur test de non-régression, typiquement pour récupérer un petit peu le résultat de l'exécution. Et puis là, il y a la partie vraiment, on va dire, qui est utile de votre image. C'est là où vous allez mettre vos services, c'est là où vous allez potentiellement mettre les applications que vous souhaitez déployer au sein de votre OS. Donc là, on a un exemple où justement, on a juste un shell, mais pour le coup, on va avoir un shell juste dans l'espace conteneurisé. On ne l'aura pas sur la partition root, parce qu'on est bien dans des conteneurs après, quand on boot l'OS. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que, encore une fois, on utilise des images Docker. On va réutiliser encore une fois le file system, mais cette fois-ci aussi les métadatas. Et là, en fait, on peut lui passer des paramètres supplémentaires. Donc là, par exemple, si on veut définir des variables d'environnement, on va pouvoir lui passer env. On voit qu'ici, on lui passe une variable d'environnement qui est très prod-ready, qui permet d'ouvrir un shell sans avoir besoin de s'authentifier. C'est pratique pour débugger, mais il ne faut pas l'utiliser pour autre chose que ça, bien sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir positionner d'autres variables d'environnement éventuellement, et vous allez pouvoir également faire du binding vers le file system hôte, si vous avez besoin de récupérer des fichiers qui sont présents sur la partition root, ou alors, pour le coup, vous pouvez avoir des endroits, par exemple la partition TMP, où là, vous avez le droit d'écrire si vous voulez partager des fichiers entre vos conteneurs. Vous pouvez avoir ce genre de mécaniques qui sont disponibles. Et puis, il y a d'autres options. Donc, l'option file, par exemple, qui permet d'ajouter des fichiers. Donc, ceux-là, ils seront ajoutés à la construction de l'OS. Là, par exemple, si je veux que mon serveur il héberge un SSH, tout simplement, je vais pouvoir lui dire tu vas automatiquement déployer à l'intérieur de l'OS la clé publique qui va m'autoriser à me connecter en SSH dans l'OS. Bon, ça aussi, c'est pas forcément à faire pour SSH, encore une fois, si on est sur l'immutable infrastructure. Mais en revanche, ça peut être utile de déployer des fichiers comme ça qui sont liés à votre environnement, plutôt qu'ils soient dans les images Docker. Et il y a une dernière partie qui est la partie Trust, où là, comme on le disait, l'objectif, c'est de mettre un focus sur la sécurité.
L'intérêt de cette partie trust, c'est que vous allez déclencher des mécanismes qui vont faire des vérifications de signature sur les images que vous utilisez. Donc là, par exemple, si je mets trust.org, ça veut dire que je fais confiance à toutes les images qui viennent de l'organisation LinuxKit, et ça veut dire que quand je vais utiliser des images qui viennent de l'organisation au sens Docker LinuxKit, il va aller vérifier que les images que je télécharge, elles sont bien présentes sur le hub Docker et que la signature et que les empreintes que j'ai correspondent réellement à ce que je souhaite télécharger et pas à autre chose. Donc vous pouvez le mettre au niveau organisation, mais vous pouvez aussi aller à un niveau plus bas et dire juste pour certaines images, ce type d'option. Alors les outils qu'on va utiliser ensuite, une fois qu'on a notre descripteur, on va utiliser LinuxKit, qui va nous servir donc à construire l'image de l'OS, également à booter l'image de l'OS. Accessoirement, on peut aussi utiliser LinuxKit pour construire les images Docker avec LinuxKit PKG et faire tout un tas d'autres choses comme ça, mais vous pouvez aussi le faire avec Docker parce que finalement vous manipulez la même chose, à savoir des images Docker. Par contre, là, quand on utilise LinuxKit build, ce qu'on va faire après dans les démos, on l'utilise vraiment pour construire des images d'OS complets et pas juste les conteneurs, encore une fois. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser directement pour booter l'OS sur différentes cibles. Vous pouvez l'utiliser pour booter directement sur des plateformes cloud, donc typiquement sur du Google Cloud, Amazon qui sont supportés. Je ne sais plus si Azure est supporté. Moi, je crois. Mais enfin, tout un tas de cloud providers sont supportés comme ça. Mais vous pouvez aussi avoir des cibles de virtualisation qui sont sur votre machine, du QEMU, du VMware, ce genre de choses. Et il va savoir comment finalement booter l'OS en utilisant les différentes mécaniques pour lancer une machine virtuelle sur cette cible-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans tout l'outillage qu'il propose, quand on construit l'image de l'OS, en fonction de là où vous allez vouloir la faire tourner, il propose l'outillage pour construire l'image qui correspond à l'endroit où vous voulez la faire tourner. Donc il va pouvoir le faire à la fois, donc, comme je le disais, pour du cloud, mais même si vous voulez faire déployer votre image LinuxKit sur Raspberry Pi, par exemple, si vous faites de l'ARM ou de l'IoT, comme on disait tout à l'heure, eh ben, LinuxKit va vous permettre de construire l'image au format qui va bien pour que vous puissiez le déployer directement sur un Raspberry. Ils embarquent l'outillage et ce n'est pas à vous de vous poser la question de « oui, mais sur cette cible-là, ce n'est pas le même format, et ainsi de suite ». Et en fait, c'est lui qui va prendre en charge le fait de mettre une partition avec un bootloader, avec ce genre de choses. C'est déjà prêt pour vous et c'est dans ça que c'est vraiment un toolkit. Et puis, donc, il y a d'autres outils RTF qui les utilisent pas mal. Donc, comme le disait Eric, ils font un focus sur la qualité. Donc, tout ce qui est construit sur le repo de LinuxKit passe dans une CI. Donc, ils construisent les OS, ils les lancent, ils vérifient que tout se passe bien. Et donc, pour ça, ils utilisent un framework qui s'appelle RTF. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la même veine de LinuxKit, ils ont open sourcé tout un tas d'outils qui sont utilisés pour la virtualisation et pour la mise en place, notamment de Docker for Mac et Docker for Windows. Donc HyperKit, qui est un framework de virtualisation pour macOS, VPNKit, qui lui va être utilisé plutôt pour faire un VPN entre votre OS virtualisé et votre machine hôte, et puis InfraKit qui lui a plus pour vocation de faire un semblant d'orchestration de machines virtuelles LinuxKit. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de voir qu'est-ce qui se passe quand vous lancez LinuxKit build et qui vous construit l'image de votre OS. En fait, de base, il va prendre donc votre descripteur, vous allez lancer la commande LinuxKit build. Comme je le disais tout à l'heure en fonction du plan, il va reprendre les différents composants à partir des images Docker. Et vous voyez, il va déployer tout le file system. Donc par exemple pour init runc containerd, il va prendre le file system, il va le déployer sur le route, on va dire, de l'archive qui correspond à votre file system. Ensuite, il va prendre les packages onboot et les packages service. Et il va créer une arborescence spécifique, donc dans onboot pour le onboot et dans services pour services, dans lequel il va décompresser le file system de votre conteneur et il va également créer un descripteur OCI qui correspond finalement aux métadatas de votre image Docker. C'est ça qui va lui permettre de savoir éventuellement les commandes à lancer, les ports exposés, les privilèges à conserver, ce genre de choses. Et donc ça, tout simplement, c'est LinuxKit build qui va le faire. Il va prendre les images Docker et il va vous construire toute cette arborescence qui va lui permettre derrière de lancer l'OS correctement. Et donc justement, une fois qu'on a construit cette image, une fois qu'on la lance, ce qui se passe, donc je ne sais pas si vous connaissez déjà le principe quand on boot un OS,
Ce qui se passe, c'est qu'il y a le bootloader qui charge le kernel. Le kernel, une fois qu'il est chargé, va lancer le premier processus init. Donc là, c'est leur init custom. Tout ce qu'il fait, cet init custom, c'est qu'il va lancer containerd et aller inspecter les différentes configurations OCI qu'on a pu voir avant pour lancer les conteneurs qui correspondent, par exemple, au client DHCP-CD et puis aux services qui sont exposés sur votre image par la suite. Sachant que une fois que vous avez fait ça, tout ce que vous avez mis, le client DHCP, le Getty, le SSHD par exemple, chacun est dans son propre conteneur et voit uniquement ce qui le concerne et pas le file system root de la machine. On va passer aux démos pour faire du plus concret. Il est temps. Il est temps. Alors, tac. Je crois que si tu fais plus, il va grandir. Il va grandir. Comment tu grandis? Hop. Tac. Donc là, en fait, on va vous proposer trois démos. Donc, trois OS différents. Le premier, ça va être un petit Hello World, pour commencer tout doucement. Donc, on va regarder le premier descripteur. Hop. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'a montré Pierre-Yves. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'était là, voilà, juste une petite image où on va juste démarrer un get.tty, donc un invite de ligne de commande. Donc, on va utiliser une image Docker basique. Donc, pour démarrer ça, en fait, pour d'abord le construire, Linux Kit build mon descripteur YAML, hello world, tac. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ce que fait Linux Kit, il a regardé notre descripteur YAML, et là, en fait, il est en train de prendre chacune des images Docker. Donc pour le kernel, pour les init conteneurs, il va extraire le file system, et pour notre service, il va extraire le file system et avoir le descripteur pour savoir qu'est-ce que je dois lancer comme image. Donc par défaut, en fait, il va me produire une image OS avec le kernel et le file system côte à côte. Une fois qu'on a fait ça, Linux Kit, hop, hello, World OS. Et donc là, on démarre un OS complet. Et donc là, ça démarre très très vite. Et donc notre premier OS, en fait, c'est pour les ops qui sont d'astreinte le soir. En fait, c'est s'occuper dans la ligne de commande, c'est d'avoir un petit Tetris, c'est toujours important. Voilà. Bon, par contre, il faut être bon parce que dès qu'on a perdu, en fait, l'OS s'éteint. Faites pas tourner votre prod là-dessus. Bon, allez. Plus sérieusement, on va faire un OS qui va permettre de faire tourner un Tomcat. Donc, pour faire tourner un Tomcat, notre descripteur. Donc, ça se ressemble toujours pareil. Donc là, maintenant, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on a besoin d'une adresse réseau. Donc, on a rajouté un client DHCP. Donc là, on est en boot, donc ça veut dire que le conteneur va se lancer au démarrage. Une fois qu'il a récupéré l'IP, il va s'arrêter. Et ensuite, donc, on a deux services, donc encore un shell. Pour le Tomcat, potentiellement, il n'y en a même pas besoin, mais là, ça va nous aider pour la démo. Et une image Tomcat. Notre image Tomcat, on peut aller la voir. Hop. Voilà. Je vais remonter. Tac. En fait, c'est une image, c'est vraiment une image de base Docker. On fait un from Tomcat 8. Donc là, on va le chercher sur le hub Docker. C'est une image que vous pouvez lancer avec Docker, il n'y a aucun problème. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est juste rajouter notre application directement dans Web Apps. Donc là, en fait, il n'y a rien de spécifique à Linux Kit. Donc c'est là où on voit l'intérêt, c'est qu'on peut utiliser notre image avec Docker, et puis après, on peut le packager directement avec un OS complet. Donc toujours pareil, Linux Kit, build, hop, Tomcat. Donc voilà, le même démarche, on extrait le file system, on crée les descripteurs qu'il faut. Donc là, en fait, Linux Kit, derrière, il va utiliser vraiment Docker pour manipuler les images. Donc vous avez besoin d'avoir Docker sur votre machine où vous êtes en train de construire. Voilà. Une fois qu'il aura fini, en fait, il va falloir juste un petit switch en plus quand on va lancer notre image, notre OS. Vu qu'on est sur un Mac et qu'on va faire tourner une image en local, en fait, il va falloir qu'on lui précise de se binder sur notre host, sur notre réseau du host. Run. Alors, il y a un seul tiret. Networking. Je m'en souviens plus. VMnet. VMnet, voilà, merci. Hop, tac. Donc là, encore une fois, notre OS démarre.
Hop. Et donc là, en fait, notre shell, il va juste nous servir à avoir une petite... directement, en fait, on affiche l'IP. Elle est là. On peut pas... Ah, si. Voilà. Ouvrir l'URL. Et voilà. Ça charge. Et donc là, on a un Tomcat qui a déployé notre application. Notre application, c'est super, c'est une image. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire que vous avez vu à quelle vitesse on a construit un OS, on l'a démarré, et notre Tomcat, il a démarré, et hop, on a notre application disponible. Donc là, c'est bien, ça marche sur notre machine, mais on va peut-être faire ça retourner sur un vrai environnement maintenant. Alors, l'environnement qu'on a choisi pour vous montrer qu'on peut le faire aussi dans d'autres contextes, c'est le faire sur Google Cloud. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de manipuler. Mais comme on le disait, là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir directement, avec LinuxKit, en utilisant que la commande LinuxKit, construire une image d'OS pour Google Cloud et directement l'envoyer sur un stockage côté Google Cloud pour qu'il nous crée une image de machine virtuelle et pouvoir la lancer directement dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lancer la construction de l'OS, parce que c'est un peu long. Ouais, je l'ai déjà, mais c'est moins drôle. Il faut mieux le faire en live. Donc là, c'est un peu particulier. Vous voyez, je rajoute juste l'option LinuxKit-format. Je ne sais pas si c'est assez gros, si vous arrivez à lire. Je rajoute juste le format pour lui dire que je veux un format d'image qui corresponde à GCP. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fonction de ça, il va faire ce qu'il faut pour construire une image qui corresponde à GCP, tout simplement. Et puis derrière, je lui dis toujours le descripteur que je veux utiliser pour construire cette image. Donc là, encore une fois, on retrouve toutes les mêmes choses. Et donc, je vais vous montrer les descripteurs qu'on utilise quand il sera connecté au shell. Ah, il veut pas. Ah, et en fait, c'est que j'ai peut-être même un problème réseau. Ah. Je sais pas. Bon. Le cloud, ça marche moins bien sans réseau. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre que ça mette autant de temps pour l'init. Ouais. On va repasser. L'effet démo. Ouais, je ne l'ai pas coupé. Ouais. C'est pas grave. Je vais vous montrer les scripteurs sur ma machine, il y a le même, ce sera aussi simple, et puis on va laisser le cloud se construire tranquillement, parce que c'est quand même un peu plus long de faire le format. Hop. C4. Oui, oui. Donc voilà, on voit le descripteur, c'est le même. Alors simplement, j'ai dû rajouter un générateur de nombres aléatoires un petit peu différent par rapport à des problèmes qu'il y avait sur la dernière version de LinuxKit, sur GCP, avec la version de noyau. Et là, on voit qu'en fait, tout à l'heure, quand Eric a lancé Tomcat, il avait indiqué avec l'option net host qui se bindait sur le network du host. Moi, j'ai choisi une approche différente, c'est que je vais aller préciser dans le détail quelles sont les capabilities. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une notion de privilège qu'on donne ou pas aux binaires qui sont lancés. Et donc là, je vais lui donner le droit justement d'aller se binder sur un service de la machine hôte, de faire du shown, enfin voilà, tout un tas de choses dont Nginx a besoin pour pouvoir se lancer. Mais sinon, on retrouve finalement le même principe que ce qu'on a habituellement. T'as perdu. Ouais, j'ai perdu ma session. Ok. Ah, voilà. Je l'ai retrouvé. Alors, il est encore en train de créer l'output. C'est cette partie-là qui est un peu longue. Comme je disais, donc tout à l'heure, quand Eric a fait les manipulations, il crée un fichier avec le kernel, un fichier avec la ligne de commande, et puis un fichier avec tout le file system. Et là, en fait, une fois qu'il a fait ça, quand on build pour GCP, il va faire un joli targz avec l'image de ce file system-là, avec tout ce qu'il faut dedans pour créer l'image de l'OS. Donc là, il m'a créé l'image de l'OS, et normalement, si je voulais la pousser sur GCP pour créer mon image d'OS et la rendre disponible ensuite pour que les projets puissent la lancer, je ferai un LinuxKit push GCP pour lui préciser ce que je veux pousser. Je lui indique le projet GCP dans lequel pusher, Cloud Project. Donc
Donc là, c'est l'exemple, je lui mets la variable d'environnement qui correspond à mon projet Google, et je lui mets le nom du bucket sur lequel il uploaderait l'image de l'OS. Donc là, par exemple, ce serait ça, et puis derrière, je lui précise le nom de l'image. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu plus long, cette démarche. Mais là, l'idée, c'est qu'il va pousser le fichier sur un bucket sur Google, et automatiquement, derrière, il va appeler les API Google pour lui dire « crée-moi une image de machine virtuelle à partir de cette image de file system ». Une fois qu'on a fait ça, on peut directement lui dire linuxkit run GCP, encore une fois, pour lui dire que je veux bien lancer un projet qui est sur GCP. Je lui dis dans quel projet il va aller le chercher, tout simplement. Hop. Et puis, donc, je lui donne le nom de l'OS qu'il va devoir lancer. Là, je lance la commande. Et en fait, on voit que ça y est, il est en train de me créer l'instance de machine virtuelle sur Google Cloud avec le bon type d'OS, et puis qu'il se connecte au port série de la machine pour pouvoir me donner la sortie standard, tout simplement, de la VM. Et là, du coup, si je fais... Ah. Donc là, si je liste les instances qui sont en cours d'exécution, je vois que j'ai bien une instance Nginx OS, et je vois que son IP externe est celle-ci, et je ne peux pas la copier du coup, donc je vais aller ici. Hop. Et là, si je m'y connecte, je vois que j'ai créé une image d'OS, voilà, avec mon application dedans, et que ça marche sur Google Cloud. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez rapide quand même à faire. Il n'y a pas eu... Enfin, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître plus que ça GCP. En fait, avec les commandes linuxkit, il vous permet d'abstraire toute la complexité qui est liée vraiment à Google Cloud. Vous manipulez juste linuxkit. Donc nos retours, nous, sur ce projet, c'est que le démarrage d'un premier OS est quand même très rapide. Je ne sais pas si vous avez pu le constater et si vous partagez notre opinion là-dessus. L'autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir vraiment très facilement remplacer certaines briques ou ajouter des briques à votre OS complet. Le projet est encore jeune, par contre, encore en construction. Donc la version actuelle, c'est la 0.6. C'est 0. quelque chose, donc il faut quand même garder à l'esprit que c'est un projet qui est assez récent. Par contre, il est quand même déjà pas mal utilisé. Notamment, il est utilisé pour Docker for Mac et Docker for Windows, comme on disait. Si vous utilisez Docker for Mac et Docker for Windows, finalement, vous êtes utilisateur de linuxkit sans forcément le savoir. En tout cas, vous utilisez un OS qui a été construit avec linuxkit. Par contre, il y a d'autres marques qu'on a constatées, surtout au début quand on manipulait, c'est que si vous avez des problèmes au lancement de certaines choses, le debugging et l'accès au log peut être assez complexe, mais ça, c'est de toute façon des problèmes que vous avez si vous faites de l'immutable infrastructure. C'est le genre de choses qu'on retrouve régulièrement, c'est-à-dire que si l'objectif c'est de ne pas pouvoir se connecter à la machine et de vraiment limiter ce qui va tourner dans la machine, forcément il va falloir trouver d'autres méthodologies pour avoir de l'observabilité et pouvoir monitorer ce qui tourne sur les machines. Donc on va avoir éventuellement d'autres approches. Et comme autre retour, il y a la dépendance Linux-Kit Docker. Donc Eric en parlait, quand on fait des constructions avec Linux-Kit ou même des lancements, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il s'appuie sur des images Docker et sur le démon Docker pour les faire. C'est plus la dépendance en fait au daemon en l'occurrence qui est un peu gênante, parce que d'avoir cette dépendance en local pour manipuler des images, en fait, on s'aperçoit que maintenant elle est peut-être pas forcément nécessaire. Du coup, l'avenir du projet, en fait. Donc, le projet, voilà, il a été open sourcé il y a 1 an et demi. Il y a encore des choses à faire. Les premiers, c'est que, par exemple, typiquement, tout ce qui est rapidité, par exemple. Là, l'une des dernières versions, l'une des dernières releases, elle a vraiment accéléré encore plus le démarrage de votre OS. On va encore plus vite pour démarrer. Ils veulent améliorer encore plus le fait de tester, être sûr que ce qu'ils vous donnent comme briques de base, elles sont encore plus stables. D'aller encore plus loin dans la sécurité, vraiment faire au maximum un OS encore plus sécure avec une surface d'attaque minimum, sans que vous soyez un expert de sécurité. C'est ça qui est vachement intéressant. Il y a aussi la possibilité potentiellement, là actuellement le projet il est écrit en Go. Honnêtement, le code est vraiment pas compliqué, même si vous connaissez pas plus que ça le Go. Honnêtement, sincèrement, on rentre dans le code sans trop de problèmes.
Et par contre, ils ne se ferment pas à l'idée de refaire complètement le projet en un autre langage, par exemple comme Rust, typiquement pour être sûr en niveau mémoire que tout se passe bien. Donc voilà, il y a encore plein de choses à faire. Enfin, c'est vraiment intéressant. Potentiellement, voilà, comme on dit, Docker for Mac et Docker for Windows, l'AVM, elle a été construite avec LinuxKit, et Docker a communiqué dessus en disant qu'il y a plus d'1 million d'utilisateurs de cet OS. Donc juste pour vous dire, ça devient quand même quelque chose qui est quand même relativement stable. Ensuite, nous, ce qu'on a vraiment apprécié, voilà, c'est ça, c'est le fait de rentrer dedans sans trop se prendre la tête. Et je pense que c'est encore quelque chose, c'est vraiment la philosophie de Docker, c'est vraiment de rentrer encore plus facilement dedans. Donc pour résumer, nous, LinuxKit, c'est une boîte à outils pour construire votre propre OS. Il est basé sur des images Docker. Il y a toute un tooling qui est déjà fourni. Vous pouvez créer vous-même vos propres images. Nous, on a vraiment bien aimé. Enfin, en tout cas, vraiment, ça nous plaît beaucoup comme projet. Et donc, on vous a mis nos démos, elles sont là. Et maintenant, à vous de jouer. Construisez votre OS et participez au projet. Merci. On a 4 minutes. Oui. 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 Alors oui, donc la question c'est est-ce que LinuxKit est compliant avec d'autres cloud providers que GCP? Donc oui, leur objectif aussi c'est d'en supporter un maximum. Là on n'a pas toute la liste en tête, mais effectivement AWS, Azure, GCP, puis il y en a d'autres, Packet.net, DigitalOcean. Enfin voilà, il y a pas mal de targets. Et vu qu'on peut construire finalement des ISO, des choses comme ça, en fait, des formats plus standards, il y a peut-être d'autres cloud providers qui vont potentiellement juste prendre l'ISO et fonctionner avec. Alors, la qualité de l'intégration, tu veux dire? Ouais. Alors, est-ce que la qualité de l'intégration des cloud providers est homogène? Non, c'est pas le cas, par contre. Typiquement, ils prennent beaucoup de contributions extérieures pour ça. Et avec Pierre-Yves, ça nous est arrivé de corriger des bugs côté AWS ou côté GCP, l'intégration qu'ils en avaient fait. Il y a, juste pour l'intégration, il y a une intégration à Packet qui est très bien faite, parce que c'est ce qu'ils utilisent pas mal pour leur test de non-régression. Mais d'ailleurs, maintenant, la plupart des cloud providers tournent en non-régression. Oui, bonjour. Par rapport à ce que j'ai vu, apparemment, à chaque fois, vous lancez LinuxKit à partir de VM. Donc, on le voit bien dans une étape de build. Il va être possible de monter des images avec la VM installée pour la déployer. Mais est-ce que vous avez entendu parler de paquets qu'on peut trouver pour du Kubernetes style Helm pour pouvoir déployer carrément les templates d'OS à la volée? On n'en est pas encore là. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je suis pas sûr non plus de templatiser en fait à partir par exemple de Kubernetes, on a des templates YAML qu'on peut déployer via des logiciels comme des briques comme Helm qui permettent de les déployer à la volée. Là, de ce que je vois, l'intérêt d'avoir son OS en gros écrit permettrait de pouvoir éventuellement le déployer à la volée, mais pour l'instant on n'en est pas du tout. Ça va être plus les projets comme InfraKit en fait qui vont permettre potentiellement d'orchestrer, en gros de déployer un ensemble de VM. Donc là, ça ne sera pas LinuxKit qui va te fournir ça. LinuxKit, c'est vraiment pour la construction. Pour le bootstrapper l'OS, c'est une aide. Mais en fait, une fois que l'OS est construit, en fait, tu peux utiliser n'importe quelle image, quoi. Oui, voilà, c'est une image OS en fait et tu l'utilises. L'autre chose à savoir, c'est que c'est pas, tel qu'il est là, tel qu'on faisait des LinuxKit Run, c'est l'équivalent d'un Docker Run. Il n'y a pas d'orchestrateur derrière. Quand on fait ça, on lance des choses en one shot. Par contre, ce qui pourrait être faisable, effectivement, c'est de construire des images d'OS et derrière d'avoir un autre orchestrateur type Nomad qui permet d'orchestrer plutôt de la VM et de s'appuyer là-dessus après. Mais ça veut dire que finalement, vous n'avez pas le même niveau de variabilisation, ou ça veut dire que la variabilisation liée à l'environnement, on va la récupérer autrement, quoi. Ça peut être un projet à faire éventuellement. Une dernière question? J'ai deux dernières questions. Je suis un utilisateur d'Arch Linux. Oui. Est-ce que ça me permet de faire des choses avec ce système-là? L'objectif, c'est pas d'avoir du desktop. Je ne sais pas si, quand tu parles d'utilisateur de Arch Linux, tu veux dire il y a les deux. Sur le desktop ou sur serveur. Sur le desktop, à mon avis, c'est vraiment pas l'objectif, parce que tu as vraiment quelque chose de minimaliste et d'assez brut. Par contre, si tu veux déployer sur des serveurs, là, vraiment, oui,
tu vas remplacer Arch Linux par LinuxKit en fait. Parce que LinuxKit, il te permet vraiment de monter une image de tout ton OS. Donc là, tu vas plus t'appuyer sur les outils d'Arch Linux, sur le package manager et autres, tu vas te baser sur les outils fournis par LinuxKit, quoi. Merci. Et par rapport à Ansible, est-ce qu'il y a déjà des passerelles? Alors, ça dépend ce qu'on veut dire, parce que quand on fait du Ansible, typiquement, on va modifier l'infrastructure. On n'est plus vraiment dans de l'immutable infrastructure. Là, on va construire les choses a priori, pardon, et pas a posteriori. Quand tu fais du Ansible, tu popes ta VM et a posteriori, tu viens faire du provisioning dessus ou de la configuration. Là, on est vraiment dans la logique où tu vas le faire ça avant. Bon, merci à tous. Merci.